Le président de la République participe à Londres au sommet afro-britannique qui vise à mobiliser les investissements pour le continent africain et à renforcer le partenariat entre le continent et le Royaume-Uni. Le président de la République a eu des entretiens avec le Premier ministre britannique, le président de la Banque mondiale et le président directeur général de la British Petroleum. Notre pays signe à Londres avec le géant pétrolier britannique British Petroleum Company un accord de partenariat portant sur le développement des énergies propres et leur intégration dans la production du gaz naturel. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous dans le cadre du programme d'activité du sommet afro-britannique sur l'investissement. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a passé en revue les opportunités d'investissement dont dispose la Mauritanie et les mesures prises pour améliorer le climat d'investissement dans le pays. Était présent le président kenyan Uhuru Kenyatta et quelques experts économiques. Dans son intervention, le président de la République a indiqué que la Mauritanie possède d'énormes capacités économiques dans des domaines vitaux importants tels que les minéraux, la pêche, l'agriculture, l'élevage, les hydrocarbures et les énergies renouvelables, indiquant d'emblée sa position géostratégique entre le Maghreb et l'Afrique. M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a expliqué qu'en ce qui concerne les mines, la Mauritanie dispose d'importantes ressources en fer, cuivre et or, notant qu'il existe également de grandes capacités dans le domaine de la pêche, atteignant plus d'1 million de tonnes pour la pêche pélagique et environ 35 000 tonnes par an pour ce qui est de la pêche de fond. Concernant l'agriculture et les ressources animales, le président de la République a déclaré « Nous avons d'énormes superficies propres à l'agriculture, estimées à environ un demi-million d'hectares, dont 135 à 140 000 hectares irrigués par le fleuve Sénégal. Quant aux ressources animales, la Mauritanie compte environ 27 millions de têtes de bétail. C'est un très grand nombre. Dans le domaine des hydrocarbures, le président de la République a annoncé que la Mauritanie avait des projets importants dans la production de gaz naturel et il a déclaré qu'il y a eu des découvertes importantes au cours des dernières années et d'ici 1 an ou 2, nous prévoyons le début de l'exploitation de ces projets et récemment des découvertes plus importantes ont été mises à jour. Dans le cadre de son discours sur les énergies renouvelables, le président de la République a précisé « Nous avons des capacités incommensurables, voire infinies ». Quant aux mesures de sécurité que la Mauritanie avait prises ces dernières années, il a répondu « Nous avons pris des mesures importantes et nous sommes maintenant sur la voie d'en prendre d'autres ». Il a déclaré « Nous avons déjà pris des mesures qui ont renforcé la sécurité sur tout le territoire national et vous savez que ce n'était pas une chose facile car nous sommes dans une région qui souffre de problèmes et de perturbations sécuritaires et à ce niveau, nous avons fait de gros efforts. Nous avons abouti à de bons résultats et cela rassure nos partenaires. Le président de la République a également abordé les mesures prises pour améliorer le climat des investissements dans le pays. Il a déclaré « Nous travaillons à la formation d'un Conseil supérieur de l'investissement relevant directement de la présidence de la République. Nous avons décidé d'agir de cette façon pour rassurer les investisseurs. » Il a ajouté « Nous travaillons également à la mise à jour du Code des investissements, à la modernisation et au renforcement du guichet unique et nous mettons en œuvre une politique de développement et de renforcement du secteur privé, ce qui est très important pour nous et nous avons des plans et des politiques prometteurs dans ce domaine. » Le sommet afro-britannique de l'investissement a débuté ce matin à Londres dans le quartier financier et des affaires avec la participation du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, aux côtés du Premier ministre britannique et de nombreux chefs d'État africains. Ce sommet vise à mobiliser des investissements pour le continent africain et à renforcer le partenariat entre les pays du continent et le Royaume-Uni. Ce sommet se tiendra en présence de 16 chefs d'État africains et de représentants de 6
pays d'Afrique, en plus du Premier ministre britannique, dans une conjoncture économique particulièrement pour les deux parties à cette conférence dans le cadre d'une stratégie de renforcement et de diversification de l'économie britannique. En ce qui concerne les pays africains, cette conférence est l'occasion de présenter les capacités du continent, d'accroître les opportunités d'investissement et d'augmenter sa capacité d'adaptation à la lumière du progrès des procédures de déclaration de la zone de libre-échange africaine. Le sommet s'est ouvert par un discours du Premier ministre britannique Boris Johnson, dans lequel il a insisté sur l'attention que le Royaume-Uni attache au continent africain, à son importance stratégique et de développement, à son avenir prometteur et à la nécessité de renforcer le partenariat avec le continent. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a eu aujourd'hui, en marge de sa participation aux travaux du sommet afro-britannique, des entretiens avec le Premier ministre britannique M. Boris Johnson, le président de la Banque mondiale et le président directeur général de la British Petroleum, Abdurrahman Hamad. En marge de sa participation aux travaux du sommet afro-britannique, le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a eu des entretiens avec le Premier ministre britannique M. Boris Johnson. Les entretiens ont porté sur les différents volets de la coopération entre la Mauritanie et le Royaume-Uni, sur l'importance du partenariat entre la Grande-Bretagne et les continents africains et le rôle que doit jouer l'actuel sommet de Londres pour faire avancer cette relation au service des intérêts communs des deux parties. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a également reçu en audience à Londres, en marge du sommet afro-britannique, le président du groupe de la Banque mondiale, M. David Malpass. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération et du partenariat entre la Mauritanie et cette institution financière internationale, ainsi qu'avec le continent africain. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et de l'Industrie, M. Cheikh El-Kebir Moulay Tahar, du directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed El-Mohamed Lamine, et de Sidi Ould-Douman et El-Hassan Ould-Zain, tous deux chargés de mission à la présidence de la République. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience ce soir à Londres M. Bernard Looney, président directeur général du groupe British Petroleum. Les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération entre notre pays et ce groupe et les moyens de promouvoir encore davantage ces investissements dans notre pays à la lumière des perspectives prometteuses pour la Mauritanie dans le domaine de l'énergie. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed El Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed El-Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République, et son Excellence M. Selkou Lahamdi Zidwi, ambassadeur de Mauritanie, accrédité au Royaume-Uni. La Mauritanie et le géant pétrolier britannique British Petroleum Company ont signé hier à Londres un accord de partenariat portant sur le développement des énergies propres et leur intégration dans la production du gaz naturel. L'accord a été signé côté mauritanien par le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed El Abdel Fattah, et côté groupe British Petroleum par son président en Afrique de l'Ouest, M. Christy Normand. Cet accord a pour objectif d'étudier les possibilités techniques et commerciales qui garantissent le développement des énergies propres et leur utilisation dans la production du gaz naturel liquide pour réduire l'émission du CO2 résultant de la production. Il s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques communs de la Mauritanie et la compagnie BP, sachant que notre pays a fait du développement des énergies propres un choix stratégique, ce qui va en harmonie avec les objectifs proclamés par BP, qui cherche depuis quelque temps à baisser l'émission des carbones dans l'ensemble de ses productions gazières. La production du gaz liquide avec les énergies propres lui donne une valeur supplémentaire et rehausse sa qualité. De même, la production du gaz liquide sans le CO2 constitue un objectif pour lequel militent les grandes compagnies internationales opérant dans le domaine et les pays producteurs. Le partenariat va permettre la mise en œuvre
des moyens d'exécution de l'étude des choix techniques et commerciaux permettant de tirer le meilleur profit de ressources nationales en énergie propre, ce qui permettra à la Mauritanie de jouer le rôle qui correspond à ses capacités dans le domaine, surtout qu'elle possède d'importantes réserves d'énergie renouvelable et de gaz naturel. La Mauritanie est réputée par ses potentialités énormes en énergie propre, surtout l'éolienne et le solaire, qui sont des ressources locales durables que l'État cherche à exploiter pour le développement du secteur de l'énergie et surtout les industries relatives à la production du gaz. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu hier soir à Londres les représentants de la colonie mauritanienne résidente au Royaume-Uni. Il a été question au cours de l'entrevue de la situation de la communauté dans ce pays, des difficultés auxquelles elle fait face ainsi que de la vision des différents défis auxquels le pays est confronté. À sa sortie d'audience, le président de la colonie mauritanienne résidente en Grande-Bretagne, M. Toundé Sidibé, a fait la déclaration suivante. On vient de rencontrer avec le président Ghazouani et ça a été un meeting très beau. Le président, on a expliqué tout ce que nous avions en tant que communauté à Londres ou bien en Angleterre. Et il a pris tous nos problèmes en main et il nous a proposé des solutions. Et on le remercie de ça. En tant que moi, je suis professeur de mathématiques à Londres. Je vis ici il y a à peu près 19 ans. Je suis de la région de Guidimara, particulièrement de Gembo. Alors, la vie est un peu difficile ici, mais Dieu merci, alhamdoulilah, ça va très bien. Et je suis tellement ravi de la rencontre avec le président. Ouverture à Nouakchott d'un atelier sur la réalité du secteur de l'enseignement privé et les moyens de le développer, organisé par le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Bokar Bailaba. Améliorer l'accès à l'éducation et la qualité de l'enseignement est l'un des objectifs clés du gouvernement. L'enseignement privé fait partie du dispositif pour donner à tout individu la chance d'accéder à l'éducation de qualité. Pour le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melali Nouleyi, le département œuvre pour développer le système éducatif dans son ensemble. Il a précisé que l'enseignement privé est complémentaire à l'enseignement public et non un concurrent, rappelant son rôle important dans l'augmentation du taux de scolarisation, la réduction du chômage des jeunes et l'acquisition de diplômes, entre autres. Enfin, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle a exhorté les participants et tous les acteurs, en particulier ceux de l'enseignement privé, d'aborder tous les aspects liés à l'enseignement secondaire et les moyens de le développer pour suivre le rythme de l'évolution de notre temps et en harmonie avec les exigences du développement du pays. Pour les participants, une feuille de route est nécessaire pour organiser et développer l'enseignement privé. Ce qu'il faut souligner, c'est l'importance déjà du secteur qui, en termes de structure pédagogique, le nombre de sections classes participe jusqu'à un taux de 43%. Et en termes d'effectifs classe, près de 36%. Et quand on s'intéresse aux examens du baccalauréat, la majeure partie des admis sont bien issus du secteur privé. Donc, l'État a le droit régalien sur l'école privée en termes d'application des textes réglementaires en vigueur, en termes du respect des contenus d'enseignement. Mais la priorité, telle que le définit le chef de l'État, c'est bien l'école publique. Autant on doit tout faire pour assainir notre école publique, autant aussi on doit tout faire pour appuyer
l'école privée. En somme, l'école est censée préparer chacun à avoir un bon métier, à être compétent et efficace dans sa vie professionnelle et, si possible, à faire carrière. Cap sur Nouadhibou, le ministre de la Santé, Dr Nadir El-Hamed, a présidé hier soir au siège de la Wilaya une réunion portant sur le diagnostic des problèmes que rencontre le secteur de la santé au niveau de la Wilaya et les moyens de les résoudre. Mamadou Gaye. Garantir une santé de fer aux milliers d'ouvriers, de cadres, de fonctionnaires, toutes activités professionnelles confondues, afin de maintenir la croissance économique du pays dont les piliers sont en activité à Nouadhibou. C'est l'objectif que s'est fixé le ministère de la Santé en se rendant dans la capitale économique du pays. Au cours de la réunion organisée pour la circonstance, tous les problèmes du secteur de la santé ont été évoqués sans détour par les intervenants. Insuffisance des effectifs humains, insuffisance de plateaux techniques de certaines spécialités, absence de concertation avec les acteurs sur la priorité à l'égard des populations de Nouadhibou. En présence du ministre de la Santé, du Wali de Dakhlet Nouadhibou, les autorités administratives et sécuritaires, les maires, les élus, les ONG et les syndicats, les intervenants ont demandé la nécessité de concrétiser les résultats de concertation menés par le ministère en vue d'assurer le changement de l'état des lieux du secteur, avec comme objectif améliorer la qualité des services de santé, l'accès des citoyens à ces services. Les intervenants ont requis la mise en place d'équipes d'intervention en cas d'accident de la circulation. Dans ses réponses aux uns et aux autres, le ministre a insisté sur l'importance de la santé pour le président de la République, son Excellence Mohamed Ould El-Ghazouani, qui s'est concrétisé par la politique du gouvernement. Il a ajouté que l'objectif que le gouvernement s'efforce d'atteindre, c'est le rétablissement de la confiance des citoyens à la santé, ce qui ne saurait être sans la collaboration de l'ensemble des partenaires. Le ministre a indiqué que, par le passé, les solutions étaient limitées dans le temps et l'espace, alors que la situation exige une solution pérenne. Le ministre a énuméré les réformes récemment faites par le secteur pour le rapprocher des citoyens, d'autant que le ministre est disposé à traiter l'ensemble des plaintes de qui que ce soit. Le ministre a demandé à tous d'accompagner ces efforts de façon à améliorer les services et à rehausser la qualité. Pour sa part, le Wali Mohamed Salem ou Mohamed Rara a auparavant présenté les objectifs de la visite du ministre de la Santé qui entre dans le cadre d'une série de visites dans l'intérieur du pays en vue de s'enquérir de la situation médicale, de discuter avec les acteurs du secteur de la santé. Retour à Nouakchott où le ministre du Développement rural a visité des établissements relevant de son département. La visite qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des politiques du département a pour objectif de s'enquérir de près des conditions de travail et de prendre contact avec les travailleurs. Abdullah Tamaba. Le ministre du Développement rural, Dioul Zeyn, a débuté sa visite par la direction du développement et de la vulgarisation des filières agricoles. Il s'est déplacé entouré de ses principaux collaborateurs. Sur les lieux, il s'est enquis du rôle de cette structure dans le cadre du développement de la filière animale. Le responsable de cette direction a présenté un exposé au cours duquel il a évoqué les missions et le travail abattu par les employés relevant de cette direction dans le cadre de la fourniture d'intrants agricoles, la distribution de produits phytosanitaires, entre autres. Par la suite, le ministre du Développement rural s'est rendu au programme de développement durable des Oasis. Le responsable de ce programme a présenté les interventions menées par ces structures, dont les 1000 hectares qui ont été érigés dans le cadre du développement de la culture des palmiers dattiers en Adrar, au Tagan, en Assaba, au Hode Charri et au Hode Karbi. Au sein des locaux de ce programme, le ministre du Développement rural a visité plusieurs services et départements. La direction de l'élevage est partie intégrante de ce déplacement du ministre du Développement rural. Au niveau des bureaux et services de cette direction, il a pu se rendre compte du travail abattu par les travailleurs en termes de santé animale. La direction de la statistique administrative a aussi été visitée par Dioul Zeyn. Sur place, il a échangé avec les employés de cette direction par rapport aux données fournies au profit du secteur de l'agriculture. Le centre d'approvisionnement en intrants agricoles a aussi fait partie des centres d'intérêt de Dioul Zeyn au cours de ce déplacement. Sur les lieux, il s'est enquis des prestations offertes par ce centre.
L'Office national de recherche et de développement de l'élevage a constitué l'ultime étape de ce déplacement du ministre du Développement rural. Sur place, Di Oulzeyn a été informé des différents compartiments de ces structures ainsi que des spécificités techniques en matière de la préservation de la santé animale. Au terme de sa visite, le ministre du Développement rural a déclaré que l'objectif de cette visite est de s'enquérir des conditions de travail des employés dans ces différentes directions. Il a ensuite précisé que le programme Tahoud Dati du chef de l'État comprend plusieurs axes dont le développement rural occupe une place importante, particulièrement la lutte contre la pauvreté, la marginalisation. Il a souligné que des stratégies ont été élaborées et elles doivent être appliquées à la lettre. Il a enfin appelé le personnel à être assidu et s'acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Néné Oumodé Fakane, décorée vendredi dans les locaux du ministère au nom du président de la République, 2 directeurs de son département, et ce dans le cadre des activités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est ainsi qu'elle a décoré de la médaille de chevalier du mérite national M. Mohamed Ould Ahmed Ould, directeur de l'enfance, et de la médaille d'honneur première classe M. Sal Koulijerb, directeur des études de la coopération et du suivi. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, et de nombre de cadres du ministère. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a effectué des visites d'information au centre d'accueil et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi dans la Mourata'a d'Elmina et à l'hôpital de l'Amitié dans la Mourata'a d'Arafat. Cette visite a pour objectif de s'enquérir sur le terrain des droits de l'homme dans ces 2 institutions. Abdul Adamaba. Le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi au niveau de la Mourata'a d'Elmina a ouvert ses portes au président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Saleh Ould Bouhoubeini. Sur les lieux, il s'est enquis des prestations de cette structure. Le directeur de ce centre, Mohamed Valoul Youssouf, a prodigué des explications sur le rôle de cette structure dans le cadre de la réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Il s'est dans cette optique enquis des formations que suivent ces enfants au niveau de ce centre. Ces formations permettront à ces enfants de disposer des aptitudes professionnelles leur permettant d'exercer un métier à la suite de leur séjour au niveau de cette structure de réinsertion. La politique suivie au sein de ce centre de réinsertion a été saluée. Nous considérons que c'est une bonne politique que mène le ministère de la Justice actuellement et que nous appuyons, qui consiste à privilégier l'aspect éducatif beaucoup plus que l'aspect répressif. Car en fait, les enfants, le plus souvent, et surtout ceux qui sont en conflit avec la loi pour la première fois, le plus souvent il s'agit d'un dysfonctionnement rattrapable et la plus mauvaise des solutions serait la prison et surtout la prison avec les majeurs qui est une école de crime. Donc nous apprécions et nous saluons cette politique et nous l'appuyons au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. L'hôpital de l'Amitié au niveau de la Mourata'a d'Arafat a constitué une étape de ce déplacement du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Afin de s'enquérir des services fournis par ces structures sanitaires sur les lieux, le directeur de l'hôpital de l'Amitié, Moustapha Ould Abdallah, a expliqué au président de la CNDH le rôle de cet hôpital ainsi que les différentes prestations qui y sont offertes. L'hôpital de l'Amitié dispose de 100 lits et accueille des patients de la capitale et venant de l'intérieur du pays. Durant les différentes étapes, le président de la CNDH a reçu des explications détaillées sur les prestations de ces structures au profit des patients. La ville de Rosso a abrité un atelier d'échange d'idées et de bonnes pratiques dans le domaine de la planification intégrée du développement local organisé par le Conseil régional de la Wilaya du Trarza en collaboration avec le Bureau international du travail. Aminata Khan. Le développement socio-économique de la wilaya du Trarza au cœur des échanges de cet atelier axé sur les bonnes pratiques en matière de développement local intégré. Ouvrant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a mis l'accent sur l'importance de la décentralisation et de la démocratisation des institutions pour les wilayas, appelant les différents acteurs à s'impliquer davantage dans les échanges et à réfléchir ensemble pour apporter les solutions les plus idoines pour le développement périn de la wilaya.
Le président du conseil régional a abondé dans le même sens, indiquant que la mise en place d'une stratégie régionale pour la wilaya permettra sans nul doute le développement de la wilaya et profitera à ses habitants. Quant au maire de la ville, il a remercié les organisateurs de la rencontre première du genre à être tenue après l'installation des conseils régionaux. Il s'est réjoui de cette opportunité qui leur est offerte et s'est dit confiant quant aux résultats de cette rencontre avant d'indiquer que la décentralisation et la démocratisation des institutions renforcent le développement au niveau local. Le président de l'association des députés de la wilaya a salué l'initiative du conseil régional de la wilaya et a déclaré que l'association ne ménagera aucun effort pour accompagner le conseil régional. Le représentant du Bureau international du travail s'est exprimé, il a déclaré en substance. Pour le BIT, le développement local vise à créer un environnement participatif qui renforce les capacités des institutions locales pour la mise en place d'interventions socialement inclusives et pourvoyeuses d'emploi. Il permet aussi, Monsieur le Président, de mieux orienter les investissements publics en établissant des priorités pour le futur et des scénarios. Dans de nombreuses régions du monde, la décentralisation et la démocratisation au niveau local ont fortement renforcé le rôle des autorités locales dans la définition de la voie de croissance économique de leur communauté. Le soutien au dialogue social et le renforcement des capacités de gestion du gouvernement et de la société civile sont des mécanismes essentiels de la création et de la mise en œuvre d'initiatives locales visant à faire progresser et font partie de notre mandat en tant qu'organisation internationale. Cet atelier de 3 jours permettra de réfléchir et d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de planification et du développement local dans la wilaya du Trarza. Une mission médicale saoudienne entame une campagne d'intervention chirurgicale au profit des enfants au Centre national de cardiologie de Nouakchott. Plus de détails avec Bokar Bailaba. Le Centre national de cardiologie de Nouakchott a servi de cadre aux activités de la mission médicale saoudienne composée de 20 médecins dans le programme de chirurgie et de cathétérisme cardiaque pour les enfants. Et ce, en collaboration avec le Centre du roi Salman pour les secours et les actions humanitaires et la Ligue islamique mondiale en Mauritanie. Ainsi, le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Salem Bouhad, a loué cette coopération, mettant en exergue l'importance de cette mission médicale au profit des enfants de familles démunies. Il a remercié le Centre du roi Salman pour le secours et les actions humanitaires et la Ligue islamique mondiale en Mauritanie. De son côté, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Nouakchott, son Excellence M. Haza Ben Zeben Ben Zaoul Lemtir, a exprimé sa satisfaction du déroulement des activités de la mission médicale saoudienne au Centre national de cardiologie de Nouakchott. Il a en outre souligné que cette mission contribuera aux efforts nationaux dans ce domaine. Le chef de la mission médicale saoudienne a passé en revue les objectifs, la logistique mise en œuvre et la catégorie d'âge cible des actions médicales. En définitive, cette mission médicale saoudienne est la 4e du genre effectuée en Mauritanie dans le cadre du programme de chirurgie et de cathétérisme cardiaque pour les enfants. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel intervient dans les wilayas du Trarza, du Brakna et de la Saba. Ces interventions portent sur la construction d'infrastructures, des marchés de bétail et des activités génératrices de revenus au profit des coopératives de femmes, des jeunes et des éleveurs afin d'améliorer leurs conditions de vie. Abdullah Damaba. Plusieurs localités des wilayas du Brakna, de la Saba et du Trarza bénéficient des interventions du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS. Les villages de Kra Lahmar, Rayan, Bouteidouma, le kilomètre 6 et le kilomètre 7 de la wilaya du Trarza font partie de ces zones qui ont tiré profit des réalisations de ce projet. Cette bénéficiaire affirme qu'elles ont eu à tirer profit de ce projet. Dans le domaine agricole, on a aussi pu réaliser d'autres activités dans le cadre de la conservation du couscous, conclut-elle. Cet éleveur affirme que le bétail dont il dispose a fait l'objet d'une campagne de vaccination, ce qui a permis, dit-il, d'immuniser le cheptel contre certaines maladies. Cette femme affirme que le PRAPS leur a permis de renforcer leur capacité vu du tel qu'elle était déjà active dans certains domaines.
Hamdallah, non loin de la commune de Bogué, au niveau de la wilaya du Bragna, s'est vu doté dans le cadre des interventions du PRAPS de cet édifice dédié au groupement féminin de cette localité qui travaille dans l'optique de la transformation des produits laitiers. C'est le cas de cette habitante qui indique qu'elle est dans ce secteur depuis plusieurs années. Nul doute, dit-elle, qu'avec ce bâtiment et les outils dont elle dispose maintenant, que la conservation et la transformation des produits laitiers connaîtront une nette amélioration. À Bogué, le PRAPS dispose d'un programme de construction de marchés de bétail. La réalisation de cette infrastructure est en cours d'exécution. Le représentant de la mairie de Bogué, Mahmoud Amadoudia, a souligné que la municipalité et le PRAPS ont collaboré dans le cadre de ce marché. Ce dit-il pour venir en aide aux habitants. La localité d'Agorat, en Assaba, constitue aussi une zone d'intervention de ce projet. Ainsi, ces résidences de transit a été érigée au profit des éleveurs en transhumance pour permettre à ces derniers de trouver un lieu de repos durant leur période de transhumance. Ce résident dit que cet ouvrage est important autant pour l'État que pour la mairie. Il contribue, dit-il, à trouver une occupation aux personnes qui travaillent sur les lieux. C'est aussi, dit-il, très important pour les éleveurs qui séjournent dans cet édifice. En plus, dit-il, ce bâtiment génère une activité commerciale parce qu'il favorise le développement d'activités connexes dont la restauration. Il contribue, dit-il, à trouver une occupation aux personnes qui travaillent sur les lieux. C'est aussi, dit-il, très important pour les éleveurs qui séjournent dans cet édifice. Les interventions du PRAPS touchent aussi le personnel, plus particulièrement les vétérinaires, qui œuvrent dans ce cadre. Ainsi, ces femmes ont eu droit à des formations pour leur permettre d'être aptes à prendre en charge les problèmes liés à la santé animale. Cette femme dit que ce domaine d'activité est très peu fréquenté par la gente féminine. Nous avons suivi des formations qui se sont bien déroulées grâce au PRAPS. Le PRAPS, dont la mise en œuvre a débuté en 2015, devrait arriver à terme l'année prochaine. Il a permis de réaliser plusieurs projets dans le secteur du pastoralisme ces dernières années, mais il n'a pas encore totalement répondu aux attentes des acteurs. Ces derniers restent encore confrontés à certains problèmes. Cette femme apprécie ce projet, mais elle souligne qu'elles ont des problèmes d'accès à l'eau. Ce monsieur a exprimé sa satisfaction pour ces réalisations. Mais l'eau, l'électricité, le grillage continuent d'être des problèmes auxquels ils font face. Cette femme a aussi révélé que l'accès à l'eau et à l'électricité leur font défaut. Le PRAPS découle de la déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme adoptée le 29 octobre 2013. Cette initiative regroupe 6 pays dont la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et le Sénégal. L'association Shabib Tel Watan a organisé une soirée culturelle à l'occasion du lancement de ses activités au niveau de la Mourata d'Arafat pour l'année 2020. La cérémonie comprenait de nombreuses activités, chants, poésie et sketch qui appelaient à l'unité nationale et à éduquer les jeunes générations sur les valeurs de la citoyenneté, de la fraternité et de la cohésion sociale. Plusieurs interventions des membres de l'association ont salué le rôle joué par l'association depuis plus de 20 ans pour servir les questions des jeunes et contribuer à leur construction et au développement du pays. Les activités de cette rencontre ont été couronnées par une visite du maire d'Arafat au siège de l'association où il a pris connaissance de ses efforts de développement en faveur des jeunes. Ce soir à 22h30 sur le petit écran d'El Mauritania, vous pourrez suivre l'émission Rencontre ou plutôt qui reçoit M. Ibrahima Mokhtar Sarr du parti AJD-MR. Durant 1 heure d'horloge, le leader du parti reviendra sur son parcours politique, ses options pour la Mauritanie. Il portera des témoignages sur les grands moments que le pays a connus. Rendez-vous donc ce soir à 22h30, Inch'Allah. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République participe à Londres au sommet afro-britannique qui vise à mobiliser les investissements pour le continent africain et à renforcer le partenariat entre le continent et le Royaume-Uni. Le président de la République a eu des entretiens avec le Premier ministre britannique, le président de la Banque mondiale et le président directeur général de la British Petroleum. Notre pays signe à Londres avec le géant pétrolier britannique British Petroleum Company un accord de partenariat portant sur le développement des énergies propres et leur intégration dans la production du gaz naturel. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.